Radio Réveil. La radio étudiante. C'est Pompidou et Giscard en 73 qui nous ont mis dans la main des banques. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec. Maintenant, c'est absolument pas le même contexte politique. Je vous demande de vous arrêter. L'histoire nous montre qu'il faut être prudent à ce sujet. Au revoir. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue sur Politiquement Incorrect, votre émission politique, politiquement incorrecte, de débat, de société bien sûr. Nous sommes ensemble ce soir jusqu'à un peu plus de 19h, 19h30, on verra bien. Et nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 55e numéro, et oui déjà 55 numéros de l'émission Politiquement Incorrect. C'est aussi le 15e de cette saison, et on est très heureux de vous accueillir avec Marc ce soir. Bonsoir Marc. Salut Nico. Et je n'ai pas oublié d'allumer ton micro. J'ai remarqué. Mais oui, on progresse, une semaine d'absence et ça y est, je me remets dans le bain. À côté de toi Vincent, bonsoir Vincent. Bonsoir Nico et bonsoir à tous. Et bonsoir Baptiste. Bonsoir Nico, bonsoir à tous. Et voilà, si vous êtes branchés sur une émission politique le soir de la Saint-Valentin, c'est sans doute que vous n'avez pas grand-chose d'autre à faire. Et oui, sachez en tout cas que je vous soutiens pleinement. Sinon, eh bien, Marc, ça te fait rire. Tout à fait, non, Voilà. Ces autocritiques sur toi-même, c'est magnifique. Tout à fait, tout à fait. Ah. Nicolas qui est parti, qui n'a pas de petit ami. Alors, Nicolas is very difficult for you. Voilà, l'instant humoristique. Marc, on a vu la semaine dernière que tu sais faire des caricatures humoristiques, tel un Nicolas Canteloup. Oui, enfin, à mes heures perdues, quoi. Mais là, tu m'as un peu pris de court parce que j'avais pas imité. Mais bon, je tiens quand même à préciser l'absence de Bertrand Alliot qui s'est perdu dans la forêt, qui essayait d'imiter des oiseaux. Alors, Bertrand Alliot qui voilà, he is lost in jungle, n'est-ce pas? Alors, Bertrand Alliot, you look about the bird, voilà. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Voilà, je rends l'antenne tout de suite, Nicolas, c'est à vous, it's about you, hein, tout à fait, mon anglais est parfait. Je rends l'antenne, et là, attention, je vois absolument la chute totale du second patineur artistique de la France qui a fini à la dernière place. Alors, it's a very échec for you, n'est-ce pas? Voilà, donc je galère un peu. Hein. Oui, Par effectivement, Marc. Par contre, j'ai remarqué que la France est absolument nulle en patinage artistique. D'accord. Voilà, et je tiens. Comment il s'appelle le second qui le patinage artistique? Amodio. Amodio, voilà, Oui. j'ai vu avant de partir là, qu'il avait fait 3 sauts et qu'il avait, je crois qu'il avait tout, enfin il a touché 2 fois le sol, enfin bref. Pas de quadruple, donc pas de quadruple, n'est-ce pas? Donc voilà, j'arrête avec ces conneries, parce que là on est un petit peu fatigué, je crois. Mais je tiens à préciser que Monsieur Alliot n'est pas venu, il nous a encore mis un plan. Quenelle, je rigole évidemment. Et voilà, j'arrête de parler. Je le précise vachement vite évidemment vu les suites de l'affaire du donné, préciser rapidement qu'on fait que faire une quenelle c'est une blague évidemment parce que sinon tu aurais des problèmes avec les différentes ligues. It's a joke, tout à fait, quenelle. Voilà, merci Marc. Bon bah voilà, on commence cette émission en forme, j'ai l'impression, je sais pas ce que les garçons ont fait juste avant, mais en tout cas ils sont bien en forme. Voilà, donc effectivement pour ne rien vous cacher, la semaine dernière je devais lancer le générique de C'est Canteloup avant que Marc fasse son imitation de son cher professeur, et dans le flow nous avons un peu oublié de lancer ce générique, et du coup voilà, c'était une sorte d'hommage que nous rendions cette semaine au générique de C'est Canteloup et à l'humour et l'imitation de Marc, voilà, bravo, de Marc Tosi, voilà. Deuxième imitation, celle de Raphaël, notre ancien présentateur de l'émission. Je vous disais donc que si vous êtes avec nous ce soir, eh bien je vous soutiens pleinement, c'est sans doute que vous êtes célibataire et que vous n'avez rien d'autre de mieux à faire. Sinon, eh bien si vous nous écoutez en podcast, eh bien j'espère que votre soirée du 14 février s'est bien passée, bande de vénards, voilà. Et vous messieurs, vous avez prévu quelque chose ce soir pour la Saint-Valentin? Ouais, un karaoké mais qu'avec des mecs. Donc, Voilà. voilà. C'était le coming out de Vincent. Non, merci beaucoup. non. Calmez-vous. Marc, ce soir, une petite soirée sympathique? Pas ce soir, sûrement demain soir. Non. Si tout se D'accord. passe bien. Tu sais que demain ce n'est plus la Saint-Valentin. Oui, mais bon, voilà, on n'est pas obligé de respecter les codes. Tout à n'est-ce fait. pas Surtout, Marc,
tu as l'habitude de ne pas respecter forcément les codes. Oui, c'est vrai que oui, c'est vrai. D'accord. Je suis souvent en retard d'ailleurs, donc à cette émission, donc je m'en excuse. C'est souvent de ma faute. Voilà, quand on démarre après 18h, c'est que Marc, qui conduit aussi ses camarades, est en retard. Et donc voilà, nous vous le saurez, c'est l'émission Balance ce soir. Au programme de ce soir, justement, parce qu'on va pas rester que sur la Saint-Valentin et sur les retards de Marc, eh bien, un thème essentiel pour notre vie de chacun, la santé. Vous l'aurez peut-être remarqué, la semaine dernière, je n'étais pas là. Et oui, bon, je ne fais pas une émission en mon hommage, bien sûr. C'est Raphaël qui m'a fortement succédé et qui a été très très bon sur cette émission. Et eh bien, je dirais pas que ça m'a donné envie de faire une émission sur la santé, puisque nous avions déjà préparé cette émission depuis un petit moment. Mais voilà, c'est une sorte de moment important de prendre soin de soi, et notamment dans ces périodes où il y a beaucoup de maladies qui circulent, la grippe notamment. On a le pic de grippe qui n'est pas loin. Et à travers les différents journaux de presse écrite et dans les JT, vous avez peut-être entendu parler ces derniers mois d'autres sujets qui touchent la santé, à savoir l'euthanasie par exemple, le débat sur l'euthanasie. Il y a aussi eu l'information de bébés qui ont été retrouvés morts dans un hôpital à Chambéry notamment, suite à la consommation de pochettes de nourriture pour bébés. À l'inverse de ces questions de société et des scandales dont je viens de parler, il y a aussi des progrès technologiques et scientifiques. Enfin bref, il y a matière à débattre sur la santé aujourd'hui en France principalement. Je vous propose de commencer, messieurs, ce débat, notamment avec un scandale. Le 22 janvier dernier, un médecin a été condamné pour ne pas avoir décelé une tumeur. Voilà. Alors c'est l'information que vous pourrez retrouver sur internet, notamment sur France TV Info, qui avait été publiée à l'époque. Il n'avait pas su détecter une tumeur chez son patient, nous dit France TV Info. Pire, ce médecin de l'hôpital de Fourmies, dans le Nord donc, aurait précipité le décès du malade. Il a été condamné donc le 22 janvier par le tribunal correctionnel à 5 mois de prison avec sursis et 8 000 € d'amende pour ne pas avoir diagnostiqué une tumeur cancéreuse chez un jeune homme mort en 2006. Selon l'AFP et La Voix du Nord, nous disait donc le site de France TV Info. Messieurs, j'aimerais une petite réaction justement. Alors un médecin, est-ce que ça doit, est-ce qu'on peut reprocher à un médecin de ne pas avoir fait le bon diagnostic finalement? Vincent, je vois que tu hésites. Ouais, j'ai pas suivi du tout l'affaire, hein, mais je préfère le préciser maintenant. Après, il avait 23 ans, le monsieur. Ouais, ça dépend s'il est dans un hôpital avec un matériel, avec beaucoup de matériel qu'il faut. Ouais, dans ce cas-là, il s'est loupé. Mais bon, après, il faut faire attention. On a tendance un peu à faire des médecins, peut-être pas des machines, mais des trucs qui doivent avoir raison tout le temps. Et au final, ça reste des hommes, et c'est pas. Le corps humain est compliqué, donc il faut voir. Enfin, moi, du coup, j'ai pas regardé les éléments, donc je pourrais pas trop vous en parler. Mais bon, ouais, si ça a précipité la mort, c'est forcément triste. Mais bon, voilà quoi. Merci pour cette première réaction. Marc? Non, mais enfin le souci que ça recèle en soi, enfin c'est pas un cas unique évidemment, mais il faudrait peut-être, enfin je veux dire, les médecins ont bon certes tous les moyens possibles maintenant pour diagnostiquer une maladie, une tumeur, etc. Mais c'est juste le problème, c'est de savoir où s'arrête voilà, l'erreur on va dire est humaine. Et puis de toute façon, quand on voit le nombre de personnes qui maintenant sont guéries ou sont diagnostiquées à temps ou pas, je veux dire, le cancer ça dépend où vous l'avez, mais bon, quand ça touche le foie, le pancréas, le poumon, c'est vrai que c'est déjà des pathologies assez graves. Bon, de toute façon, on pourra pas toujours tout diagnostiquer. Il faut arrêter d'en faire un système. Je veux dire, alors pour prendre un exemple très commun, ils avaient, dans le cas de mon grand-père, 4 ans avant, il avait fait une grave maladie. On lui avait diagnostiqué juste une bronchite, et en fait, 4 ans plus tard, il a chopé un cancer du poumon. Et le médecin qu'il avait vu 4 ans plus tard, qui était un gros hôpital de Paris. Je me demande si c'est pas la Salpêtrière. Non, ça doit ça peut être la Salpêtrière. Je sais plus, on s'en fiche. Bah, lui avait dit pourquoi vous n'êtes pas venu 4 ans plus tard, parce que dans les radios que vous aviez faites il y a 4 ans, bah il y avait déjà une tumeur. Donc voilà, c'est là aussi on aurait pu justement faire le même procès aussi, mais bon. C'est sûr, voilà, les niveaux de compétences des médecins sont pas tous les mêmes. Il y a toujours le premier et le dernier de la liste, hein, dans les diplômés, c'est évident. Et puis bon, on peut pas toujours tout diagnostiquer. Et dans la globalité des statistiques, je veux dire, sur ceux qui sont guéris, sur ceux qui ne le sont pas, je veux dire, ceux qui sont guéris ou diagnostiqués, tout court, sont quand même largement majoritaires. Enfin, c'est pour ça que je trouve ça un petit peu difficile. Sinon, bon, on attaquerait tout le temps les médecins. Bref.
D'ailleurs, j'ai eu un débat récemment en parlant, et c'est vrai qu'on se disait que les différents médecins qui sont recrutés par concours finalement ne sont pas toujours les meilleurs praticiens finalement. C'est un concours, enfin c'est peut-être aussi le problème de ces concours. Puis c'est aussi, je pense aussi que la profession, aujourd'hui, je pense vraiment en généralité, que ce soit à la fac, dans les facs ou dans les écoles de médecine, il y a les facs de médecine, il y a quand même depuis 30 ans une baisse de niveau. C'est-à-dire que vous prenez un cours qui était enseigné, par exemple, j'avais suivi ça, des cours qui étaient enseignés, je me souviens, dans l'université de Bordeaux il y a 30 ans, étaient 2 fois plus denses que les cours qui sont enseignés aujourd'hui. Et la médecine a toujours gardé justement c'est certain côté élitiste. On va dire il y a 2000 personnes généralement dans les grosses facs parisiennes dans la première année de médecine, il y en a que 100 qui y arrivent, et après 100 qui y arrivent, ils passent en deuxième année, troisième année, bon les crémages est fait, il en reste 50. Sur 50 ils arrivent dans une autre année, ils décident s'ils sont chirurgiens ou pas, et sur ces chirurgiens là, évidemment il y a ceux qui ne supportent pas de pouvoir disséquer de disséquer un corps mort, voilà, du coup ils s'en vont, du coup ça réduit de plus en plus de plus en plus. Et donc forcément, dans ce qui reste, c'est censé être les meilleurs, mais des fois, il y a toujours des petits passe-droits aussi, parce que du coup, les programmes, je pense, sont simplifiés. Je pense que c'est partout pareil, et on arrive des fois à des aberrations. Alors, quand c'est des sciences sociales, ça pose pas forcément, c'est toujours un problème de connaissance, certes, mais dans le domaine médical, c'est un peu plus dangereux. Mais déjà, je trouve que l'écrémage est très, 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 très important. Et de toute façon, ceux qui sont diplômés le sont. Après, il y a toujours les meilleurs. Voilà, sur ceux qui sont diplômés de Sciences Po, il y a toujours ils sont toujours à un niveau important, mais comparé aux meilleurs, ils sont pas forcément. Il y a peut-être une distinction assez importante, quoi. Mais c'est pareil pour la médecine, je pense aussi. D'accord. On rappelle quand même que cette affaire, donc, dans le nord de la France, le jeune homme avait 23 ans et il est mort d'une tumeur au cerveau. Voilà pour cette actualité de fin janvier. Oui, Marc. Oui, non, mais donc c'était une tumeur qui avait pas été diagnostiquée à temps, c'est ça, si je me souviens bien. Oui, tout à de l'affaire. fait. C'est-à-dire que ne pas avoir diagnostiqué une tumeur cancéreuse. Et puis ce qui est difficile aussi dans le cas des maladies, des tumeurs, des cancers. Enfin, une tumeur n'est pas forcément maligne, hein, d'ailleurs. Une tumeur peut être un kyste ou quelque chose comme ça, c'est pas forcément. Mais ce qui est difficile, c'est de faire des analyses sur une partie, sur un kyste, par exemple. Un kyste, on peut diagnostiquer qu'il est bénin, on peut diagnostiquer qu'il est malin. Et puis maintenant, c'est vrai qu'ils font beaucoup de publicité pour faire un dépistage à temps, etc. Mais il y a des maladies le cancer du cerveau, d'autres maladies. Ça peut arriver malheureusement à tout le monde. C'est comme ce scandale qui avait secoué dans les années 90 le vaccin pour l'hépatite B. On a dit qu'il faut absolument vacciner tout le monde avec le vaccin de l'hépatite B. 10 ans plus tard, il y a eu un scandale qui est sorti, qui est toujours encore aujourd'hui dans les mémoires des gens. On a diagnostiqué que tous ceux qui avaient été vaccinés contre l'hépatite B avaient contracté la sclérose en plaques. Mais là aussi, il y a une erreur, c'est ça aussi. Parce que sur la majorité de ceux qui ont été vaccinés, certes, ceux qui avaient la sclérose en plaques étaient tous vaccinés contre l'hépatite B, mais le chiffre de personnes souffrant de la sclérose en plaques en 20 ans depuis l'introduction du vaccin de l'hépatite B a diminué. C'est-à-dire qu'il y a aussi de la désinformation qui passe aussi là-dessus. Et je pense qu'on est vraiment condamner quelqu'un à la prison pour quelque chose comme ça, c'est quand même hallucinant. Alors, je comprends la souffrance morale, je pense, des parents ou des proches. Ça, je comprends tout à fait. Mais on peut pas reprocher à un corps médical, un corps chirurgical qui a amélioré la santé et la pratique de la santé, des campagnes de publicité menées par l'Organisation mondiale de la santé, je crois, c'est l'OMS. Oui. Voilà, on est dans une stratégie où il faut faire dépister. Mettez des préservatifs, faites-vous dépister pour le cancer du col de l'utérus. Là, on dit à tout le monde à partir de 40-50 ans de faire un diagnostic pour savoir si la prostate n'était pas touchée. On pousse aussi les gens. Après, les gens ne vont pas forcément là-dedans. Je peux les comprendre, mais on est vraiment là-dedans. Et je pense qu'il faut arrêter d'en faire des caisses sur un cas qui, en fait, et je pense bien minoritaire à la majorité des guéris ou à la majorité de ceux qui sont pris à temps. Pas forcément. On peut être pris à temps
Et puis finalement, il peut y avoir une recrudescence de la tumeur. C'est-à-dire qu'on enlève la tumeur, mais il y a toujours peut-être des particules cellulaires qui sont malignes. Alors voilà, je suis pas médecin, je peux pas en parler. Bon, je lis 2 fois de la presse sur la santé, mais c'est un sujet beaucoup plus complexe qu'un cas particulier qui doit faire le tour du monde. C'est-à-dire, on fait vraiment, et là c'est un sujet plus global, on fait vraiment de la formation et des cas généraux sur un cas particulier. Et dans certains cas, bon, on peut le comprendre, mais dans le cas médical, je trouve que c'est un glissement assez dangereux. Merci Michel Simès pour ces éclairages. Oui, je le regarde souvent d'ailleurs. Il aime bien son émission d'ailleurs. Tu aimes bien ces petits dérapages Oui, humoristiques également, j'imagine. oui. Comment s'appelle Voilà. celle qui présente avec lui d'ailleurs? Marina Carrère-Dancos. C'est ça. Voilà, effectivement, le médecin n'avait absolument pas détecté la tumeur et réalisé des actes médicaux, et notamment une ponction lombaire qui s'est révélée totalement contre-indiquée dans le contexte, et c'est ça qui aurait provoqué... Puis, d'ailleurs, dans le cas des ponctions lombaires, tu fais bien d'en parler, c'est que souvent... Marc, je t'écoute. Dans le cas des ponctions lombaires, ce qui est très difficile, c'est qu'on en a... C'est quelque chose qui met pas beaucoup de temps, mais qui est très risqué. Les ponctions lombaires peuvent paralyser des patients, etc. Et il y avait même eu un cas dans les années, début des années 2000, où un cancer avait été diagnostiqué à temps. Le médecin avait malencontreusement raté la ponction lombaire, ce qui veut dire est pas classique, mais dire c'est pas des voilà 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Enfin, dire c'est du millimètre près, c'est des actes médicaux assez lourds, et il s'était fait vraiment apostrophé de partout, pas par le corps médical directement, hein, parce qu'il le défendait bien évidemment, parce que le corps médical est très soudé, mais il s'était fait attaquer parce qu'il avait arrêté la ponction lombaire, etc. Mais oui, évidemment. Je veux dire, on fait pas d'omelette sans casser les œufs. C'est malheureux à dire comme ça, mais on est obligé de dire, si la médecine était à 100% en réussite, bon bah qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'elle est tellement perfectionnée aujourd'hui que le moindre écart, on la taxe d'incompétente ou d'en faire même une généralité, de passer d'un médecin au corps médical en général. Et je trouve ça un petit peu facile. Alors voilà, tu parlais de Michel Simès, il y a quand même plus de 35 vidéos du florilège de ses remarques. On va en écouter un tout petit extrait. Bonjour, bienvenue au magazine de la santé. Marina, bonjour. Michel, bonjour, bonjour à tous. Pour poser vos questions, vous le savez, 2 moyens, le téléphone portable 41 555 code MS ou internet www.france5.fr. Nous sommes en direct. Tout de suite, le journal de la santé. Voilà, effets supérieurs n'ont pas du tout goûté la plaisanterie. Le directeur de la chaîne a estimé que cette vidéo tournée pendant les heures de travail représentait une grave violation des normes internes de la chaîne privée et a donc viré son présentateur vedette, un homme que le cochon a détruit. Cela dit, moi je trouve ça assez normal parce que quand on fait de l'humour à la télé, il faut rester léger. On a un petit SMS pour nous dire que sage-femme, c'est celui qui sait sur les femmes. C'est pour ça que je disais qu'il restait sage, parce que c'est la partie effectivement importante de ce terme. Et quel rapport avec le tchèque? Non, c'est parce qu'on vient de recevoir le SMS avant de passer à autre chose qu'on est oublié ensuite. En tout cas, vous avez vu les images? Oui. Eh ben, il n'y a pas que des jambons dans sa rédaction. On va retrouver notre invité. Ça, franchement, c'est pas parce qu'on dort moins en vieillissant qu'on rapetisse, c'est autre chose. J'ai appris des choses, moi. Non, mais j'aime bien. Flore qui pose une question qui ne concerne pas que quelques SMS avant de passer à l'eau docteur. Concernant le ténia dont on vous parlait tout à l'heure, on disait qu'il y avait une croyance populaire disant qu'en mettant le derrière sur une bassine de lait, le ténia allait sortir, le ver solitaire. On nous dit que la bassine de lait doit être précédée d'une période de jeûne. Ce qui doit se passer, c'est qu'en fait, il est tellement affamé, il fait une crise d'hypoglycémie, il tombe dans les pommes, le ténia, et il tombe dans la bassine. On n'est pas obligé de mettre de SMS, Michel, on va pas y arriver. Ben alors, pas un mot sur la pilule miracle pour maigrir, nous dit-on. On l'a fait hier, bien sûr. On a consacré une grande partie du journal hier à cette pilule miracle. Voilà. Vous saurez que le magazine de la santé est toujours en avance, jamais en retard. Ne bougez pas. Voilà donc, pour un petit extrait de ce magazine qu'on vous invite, j'imagine, à regarder, Marc, puisque tu as l'air de bien le connaître, le magazine de la santé sur France 5. Non, mais c'est bien, c'est un peu comme C'est dans l'air, d'ailleurs, c'est accessible à tous. Des fois, c'est pas le même niveau intellectuel, peut-être. Non, certes, mais si, c'est le même niveau intellectuel pour un autre domaine, parce que ils sont quand même assez ceux qui font venir. Ils sont médecins, de toute façon. Oui, non, mais il y a des chirurgiens qui viennent des fois, et bien sûr. Enfin, je te parle pas des présentateurs, je te parle des invités sur le coup. Sûr. Et non, mais c'est vrai que c'est intéressant, évidemment. Moi, je connais pas grand-chose, c'est justement pour connaître 2-3 choses, quoi.
Eh bien, merci pour ces quelques analyses. Alors, je vous ai parlé donc de ce scandale, le médecin condamné pour ne pas avoir décelé une tumeur. Et je vais vous parler d'un autre scandale maintenant, celui des bébés morts. Vous avez peut-être entendu cette information en début d'année, notamment au début janvier, suite à la consommation de poches alimentaires. C'était donc effectivement en début d'année. Alors, certains faits remontent au début de l'année dernière, 2013, février 2013 notamment. Voilà, les premières analyses qui avaient été effectuées avaient révélé la contamination de 6 poches d'alimentation par un germe rare causant la mort de 3 nourrissons en décembre à Chambéry. Les 3 nourrissons donc qui étaient décédés donc suite à ces poches alimentaires, ça nous fait aussi revenir à d'autres scandales autour de la nourriture, notamment autour de l'hygiène. Mais oui, les scandales Baptiste a l'air absolument ailleurs. Et donc là je vous parle des scandales OGM, je vous parle des scandales de l'affaire Findus par exemple, ce nombre d'affaires qui se multiplient autour effectivement des aliments. Voilà, alors là c'était des bébés, ça avait ému une grande partie de la France, ces histoires à Chambéry donc. Comment peut-on faire et doit-on contrôler davantage? Qu'est-ce qu'on peut faire? Marc, peut-être as-tu une idée là-dessus? On contrôle déjà beaucoup. Oui. C'est bien c'est la raison pour laquelle voilà, on a un non, simple boutade. Non, on a véritablement énormément de contrôle aujourd'hui. Et ce qui fait d'ailleurs que les scandales peuvent sortir. C'est un peu ce qu'on disait d'ailleurs sur la démocratie. Hein. Bien sûr. C'est qu'on en parle, on enquête dessus et du coup on arrive à déceler des choses qui peuvent paraître certes. Mais ça fait peur finalement. Tout oui, ça fait peur, mais on a peur parce qu'on nous permet de montrer que ça fait peur. C'est un petit peu la rhétorique un peu à l'envers. Je prendrais. Mais les contrôles sont très présents et toutes les affaires qui sortent, voilà, on est aussi là-dedans. Il faut arrêter de s'émouvoir parce que c'est des enfants. Je comprends que ça puisse tout, mais dire dans ce cas-là, enfin, sans rentrer dans de la démagogie, mais si on fait des cas parce que 3 bébés sont morts à cause des poches alimentaires, c'est certes en vouloir, voilà, c'est dur, mais je veux dire, on peut pas encore en vouloir au corps médical en général. C'est vraiment difficile pour le coup, et je veux dire, il faut arrêter de baigner dans le sentimentalisme. Là, on est dans le processus de santé. Et c'est quand même beaucoup plus complexe, quoi. Enfin, dans cette affaire, il y avait la ministre de la Santé qui s'en était mêlée et elle avait dédouané, je crois, l'hôpital, non, et la cause était revenue sur l'entreprise qui produisait justement les poches, je crois. Hein. L'enquête est en cours, mais je crois que l'hôpital a été dédouané. Ah, l'hôpital, oui, bien sûr, c'est plus le concepteur des poches alimentaires, bien sûr. Donc, plus la chaîne est longue, plus les contrôles doivent être importants. Mais finalement, tout cela montre que avant, on mourait plus facilement, on mourait plus jeune, etc. Les conditions n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, lorsqu'on meurt suite à un scandale, effectivement, suite à une poche alimentaire, finalement, on a les moyens déjà d'investigation de montrer que ça vient de là. Peut-être qu'avant c'était pareil, et puis surtout, avant, on mourait plus facilement. Aujourd'hui, lorsqu'un bébé meurt alors qu'il ne devrait pas mourir au vu de comment est-ce qu'on peut soigner, etc., et au vu du cadre de l'hôpital, effectivement, c'est... Oui. Excusez-moi, hein, c'est Baptiste qui me fait des petits sourires là. Baptiste, nous sommes à la Saint-Valentin, mais non, je ne questionne pas ce genre de petits sourires. Et donc effectivement, voilà, ce genre d'éléments ressortent, Marc. Oui, non, mais je pense qu'on est sur la même ligne, mais le sujet qui me paraît moi important, c'est que imaginons que ces enfants, imaginons que ces enfants se soient sortis, on n'aurait pas enquêté davantage. C'est-à-dire que ça peut aussi servir à enquêter davantage aussi. Et c'est vrai que c'est des cas d'un point de vue d'enquête. C'est-à-dire que là, on est sur c'est un sujet de santé du périnatal, mais néonatal, pardon, excusez-moi. Mais je vais vous dire, je pense franchement qu'aujourd'hui les contrôles sont suffisamment importants et évidemment, encore une fois, l'erreur est humaine et l'erreur médicale aussi est humaine. C'est-à-dire qu'on fait des expériences, on fait plein de choses et évidemment quand il y a un scandale comme ça ça peut bien évidemment poser problème. Mais pour aller de façon plus large dans le sujet, et j'en reviens toujours à ce que je disais depuis le début, c'est que les erreurs médicales nous permettent aussi un plus grand contrôle et nous permettent aussi de remarquer, parce qu'elles sont pas nombreuses, que le système médical marche en globalité assez bien. Et il faut arrêter. On veut l'argent, on veut le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'on soigne beaucoup de personnes, on leur permet des fois de vivre plus longtemps,
Mais on n'accepte pas qu'il y a des échecs. C'est normal. Enfin, je veux dire, c'est normal. C'est triste, mais c'est normal. Et puis bon, tu parlais des personnes qui vivaient moins longtemps avant. Certes, ouais, vivaient moins longtemps parce qu'on n'avait pas amélioré la santé. Alors ça pose des problèmes. On est d'accord, hein, parce que de toucher justement à la santé, on allonge la durée de vie. Du coup, faut cotiser plus, une hausse démographique. Enfin, ça pose aussi des problèmes économiques. On est d'accord, mais c'est un point de vue, purement physique. On a quand même nettement amélioré tout le domaine médical. Et j'avais un autre truc à dire, mais je m'en souviens plus directement, donc je laisse la parole c'est pas à grave. Baptiste. On va demander à Baptiste si finalement ces scandales, à l'inverse de ce qu'on disait là, c'est-à-dire qu'on disait que ces scandales existaient et puis voilà, c'est comme ça. Mais est-ce que ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt, Baptiste? J'entends par là, est-ce que, là, on ressort quelques informations dans les médias, mais finalement, il y en a certainement plein d'autres, des nourrissons qui décèdent, il y en a certainement tous les jours. Et puis oui, juste je continuerai, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Et puis de toute façon, aujourd'hui on permet à des enfants qui naissent de plus en plus, des fois, trop tôt, enfin à 5 mois, 4 mois 4-5 mois, des fois avant la période d'accouchement, on va dire classique. Oui, bien sûr. Et ces enfants vivent. Prématurés. Voilà, les prématurés, cherchez le nom. Et ces enfants vivent aujourd'hui. Ils ont des traitements, et que ça leur permet de vivre. Ils n'ont pas de séquelles, alors qu'avant ils avaient des séquelles. Et forcément, là, il y a 2-3 cas qui sortent. Alors ça y est, le système médical doit être remis en doute. Le système c'est pas bien, le machin, on trafique. Voilà, il y a aussi maintenant le fait de dire, devant les scandales qui sortent, les gens se disent pourquoi y toucher. Enfin, des fois on entend ça souvent, se dire peut-être que si on n'y touchait pas, peut-être que ça le réveillerait pas, notamment au niveau des tumeurs par exemple. Peut-être que d'y toucher c'est pas forcément bon non plus, de traficoter trop les corps aussi. Enfin bon, non, mais d'un point de vue général et en sortant du particulier, on peut pas dire ça. Donc je reprends donc ma question que je posais à Baptiste. Est-ce que finalement, effectivement, le fait de retrouver quand même des germes rares, là c'était un germe rare, nous dit-on, c'est le site du Nouvel Obs qui disait ça. Il y avait un intéressé qui était interrogé. Je constate que des poches fermées se trouvent infectées par cette bactérie, donc on est en droit de se poser un certain nombre de questions, disait-il. Voilà, c'est quand même pas normal de retrouver des bactéries dans des poches alimentaires quand on a une entreprise qui est missionnée pour faire des poches alimentaires à destination des nourrissons. Bien entendu. Non, j'avoue, j'ai pas beaucoup réfléchi à ces questions de santé et j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc c'est vrai que tu m'as donné la parole, Nico, mais comment dire, là par exemple pour ce cas-là, je sais pas, est-ce que tu sais par exemple si cette boîte là cette entreprise, c'était une entreprise privée ou c'est des entreprises privées qui font ça par exemple? Alors, ça pose d'autres problèmes aussi, je veux dire, de réfléchir juste parce que... C'est le laboratoire Maret, voilà. Le laboratoire Maret, effectivement, ce laboratoire qui avait été mis en cause dans cette affaire. Donc c'est un laboratoire privé. Parce que voilà, ça pose juste je suis assez d'accord avec ce que disait Marc, mais comment ne pas être d'accord, bien sûr, oui. Mais il avait tout à fait raison. C'est vrai que c'est difficile ces questions de santé parce que bon, on peut pas, ça reste les praticiens restent des humains, mais face à la santé, les réactions sont multipliées, et notamment les réactions négatives dès lors qu'il y a un drame, parce que ça touche à la vie, et c'est vrai que en même temps c'est tout à fait normal, et je crois qu'on avance petit à petit dans la santé avec des drames malheureusement, parce que voilà, ça nous fait découvrir de plus en plus de choses, mais par rapport à ce cas-là, par exemple, se poser la question peut-être de l'émission dans un secteur qui, je pense peut-être sur un secteur comme la santé devrait, j'ai pas trop réfléchi à la question, mais je me dis peut-être devrait rester dans le public, et peut-être que c'est un trop plein de privé. Alors je sais bien que c'est des questions d'argent après aussi, mais un trop plein de privé après multiplie les entités donc privées comme elles le sont, et donc le fait que il y ait des contrôles peut-être moins efficaces, et peut-être que on laisse place à des pratiques qui sont pas contrôlé, je me répète, désolé, mais donc où le risque est de plus en plus important, et je crois que ça pose la question de, je sais pas, est-ce que tu sais par exemple si cette boîte là qui c'était une entreprise privée ou c'était une entreprise, Alors, nous sommes... de, de l'émission, dans un secteur qui, je pense peut-être de plus en plus, plus important, et je crois que ça pose la question de, est-ce que tu sais par exemple si cette boîte là qui c'était une entreprise privée ou c'était une entreprise, Alors,
de ça, de l'émission du privé dans un secteur qui est très très important et qui touche à la vie. Est-ce que l'État ne devrait pas avoir le monopole dans ces cas-là? Mais voilà, mais c'est pas très Vincent, rationnel. Tu n'es pas spécialement d'accord avec le fait que ce soit éventuellement l'État qui prenne en charge Et tu peux l'être parce que Ouais, mais enfin, rien de même dit lui, que même si- Baptiste. non, moi non plus, je suis pas non plus très convaincu par ce que je viens de dire, parce que voilà. Rien ne prouve que Merci si Nico de l'État- m'avoir donné la parole. Rien ne nous prouve que si l'État s'en chargeait à 100%, les contrôles seraient meilleurs. à fait. Les spécialistes, s'ils sont dans le privé, c'est parce que les salaires sont plus élevés. Donc, je suis pas sûr que remettre en cause les contrôles du secteur privé soit vraiment une bonne idée. Donc Bien la sûr, fina- faut les Donc appliquer la encore. finalité est comme de partout en même temps. La finalité est d'être de plus en plus professionnel. Voilà, bien sûr. Donc, mais après, comment y arriver? Franchement, j'ai pas la réponse. Et puis, Marc, oui. et puis de toute façon, là, si on écarte le problème des contrôles, on n'écartera pas le problème des produits à utiliser, des produits à mélanger pour les laboratoires qui font des expériences pour créer ou pas des génériques ou non. Voilà, le contrôle, c'est une chose, mais ce qu'on met dedans, c'est aussi toutes ces expériences qui, sur quelques patients, peuvent fonctionner, sur d'autres ne vont pas fonctionner. Et donc, que ça soit l'État, que ça soit le privé, et avec quel argent? Les laboratoires médicaux, c'est des centaines de millions d'argent. Les appels aux dons, ces trucs-là, toutes ces associations, ça va aussi pour les laboratoires de recherche. On peut pas non plus. Après, je ne connais pas, je suis pas spécialiste de la finance d'État, mais ça serait quelque chose de beaucoup trop important. Et puis les laboratoires privés sont aujourd'hui comment dirais-je, séparés en deux branches, ceux qui font des génériques, ceux qui n'en font pas. Il y a quand même une certaine opposition entre ces deux-là, notamment la concurrence de prix. Et ça pose un vrai problème, parce que comment l'État pourrait faire deux sortes de production? Enfin, on est sur quelque chose qui je pense doit rester privé, puisque la recherche restera privée. La recherche est rarement, je sais même pas si elle a déjà été dans le domaine médical et étatique. Donc on est dans quelque chose qui restera et qui, je pense, qui doit rester privé, parce que ça laisse quand même certaines libertés aux chercheurs de pouvoir trouver de nouvelles choses et éventuellement quoi. D'accord. Alors, dans les scandales, effectivement, on va pas en parler, hein, messieurs, sauf si vous y tenez particulièrement, mais je n'ai pas l'impression que vous soyez concernés par le phénomène. En tout cas, le régime Ducamp, vous savez peut-être que Ducamp a été radié de l'ordre des médecins suite à sa promotion, la promotion de son régime et à l'écriture de ses livres notamment. Voilà pour un autre type de scandale qui touche le secteur médical. On passe maintenant aux différents débats de société qui touchent le secteur de la santé, et notamment ce débat qui est actuellement très important dans les médias, on en parle pas mal, c'est le débat sur la fin de vie et sur l'euthanasie. Vous êtes peut-être au courant du sort de Vincent Lambert, ce patient cloué sur son lit d'hôpital et en état végétatif depuis maintenant plusieurs années, 5 ans, nous dit le site de Yahoo par exemple. Et effectivement, pourquoi le site de Yahoo? Parce que le site de Yahoo relate aujourd'hui cette information, c'est-à-dire que le Conseil d'État est chargé de statuer sur le cas du patient justement, enfin des suites à donner. La plus haute juridiction française, vous le savez, puisqu'on en avait parlé au moment de l'affaire Dieudonné, et actuellement la question se pose, et alors a priori effectivement il serait question de mettre en place une nouvelle commission avec de nouveaux médecins spécialisés pour statuer sur le cas de ce patient en état végétatif depuis plusieurs années. Vous le savez peut-être, la famille se déchire entre la femme qui voudrait laisser partir le mari selon ses dernières volontés a priori, enfin ses volontés en tout cas, sa volonté, et puis d'un autre côté les parents qui ne veulent absolument pas voir partir leur enfant. Alors sur cette affaire et de manière générale, que peut-on dire sur ce débat sur la fin de vie? Marc, tu dois avoir un avis sur la question, ou en tout cas quelques pistes. Oui, alors c'est vrai que quand on nous présente le projet comme ça, tel qu'il est, de pouvoir donner la mort à quelqu'un, ou pouvoir l'emmener facilement vers la mort suite à des souffrances, suite à un état végétatif. Je crois que certains patients, il y avait eu un grand scandale il y a quelques années sur un patient qui était resté complètement aveugle, qui ne pouvait pas parler, qui pouvait juste lever le petit doigt. Je me souviens, dans un état vraiment végétatif, il pouvait absolument plus rien faire, il vivait mais dans le noir et sans pouvoir bouger, paralysé totalement suite à un accident. Mais
le problème, c'est que dit comme ça, tout le monde va dire oui, éventuellement, bah là, oui, on peut lui donner la mort, etc. Mais faut se méfier aussi. Faut se méfier aussi des raisons qui peuvent amener quelqu'un, des membres de la famille ou pas, à vouloir aussi sa mort. Et je pense qu'on peut pas enlever ce critère-là. C'est voilà, est-ce qu'on a intérêt qu'il parte maintenant parce que, je sais pas, il a un capital important, on veut quelque chose. Enfin, dire, non, mais c'est vrai, c'est des cas particuliers, mais je pense que c'est une question importante parce que à partir du moment où on peut décider, il faudra décider le seuil. À partir de quel moment on pourra dire que quelqu'un pourra être. C'est ça le problème, c'est le problème du seuil aussi. À partir de quel seuil? Et si on établit un seuil, comment être sûr que les personnes concernées qui parleront au nom du patient finalement, ou peut-être d'un patient qui est vivant, les personnes généralement qui sont vivantes, qui arrivent encore à se déplacer, qui sont très malades, partent en Suisse, mais ça c'est un autre débat. Mais les personnes qui décidera à la place du patient, même si le patient est censé avoir dit qui voulait mourir si jamais il était comme ça. C'est comme aujourd'hui, on nous dit toujours ouais, si je suis un cadavre, les personnes âgées nous disent ouais, si je suis pas bien, si je suis dans un état, dans un fauteuil, vous faites tout, vous m'euthanasiez. Oui, mais alors déjà, voilà, c'est ça aussi que les pouvoirs publics doivent plancher là-dessus. C'est voilà, étudier l'objectivité ou non. Il faut un cadre. Il faut établir un cadre qui serait le seuil, mais ça n'est pas suffisant parce qu'après il y a toujours la subjectivité humaine qui nous fera douter de dire bah ouais, mais il y a peut-être des intérêts derrière. Est-ce que ça va pas arranger quelqu'un d'autre? Il y a tout ce problème-là et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas encore de proposition aujourd'hui. Et puis je pense que si on est sur un avancée de l'euthanasie, d'accepter l'euthanasie, déjà, il faudrait établir ça. Et puis, actuellement, on évite l'acharnement thérapeutique. Oui, dans le cadre législatif. Et puis, ce qui est aussi terrible, c'est que les scandales vont arriver aujourd'hui avec on va subir hein, bien évidemment dans 20-30 ans les conséquences de tout ce qui est pollution. On est là notre génération. Avant là c'était la génération qui a beaucoup touché le sida. Bon maintenant il y a quand même de la prévention mais le sida est bien évidemment toujours présent. Je pense qu'on est aujourd'hui les médecins s'accordent pour certains à dire qu'on est nous la génération des cancéreux entre guillemets. Des nouvelles technologies. Des cancéreux par les nouvelles technologies, par la pollution, par les trucs comme ça. Et à ce moment-là, si on est beaucoup plus malade, introduire l'euthanasie aujourd'hui, s'il y a beaucoup de malades, comment on va faire? Il y aura des seuils, il faudra peut-être augmenter les seuils parce que les gens vont dire bah non, je peux pas parce que vu ce qui m'attend, je veux mourir, mais non, c'est pas possible parce que alors peut-être que le seuil sera relevé et on va où jusqu'à là? C'est là voilà, c'est l'idée de cette possible continuité où on ne sait pas où on va aller suite voilà les progrès de la médecine, on ne sait pas ce que la médecine sera capable de faire dans les on va pas savoir du tout et puis peut-être que arriver à un seuil trop important, la médecine va accumuler pour lutter contre les nouvelles choses qui pourraient éventuellement nous toucher, elle va inventer de nouvelles choses, il va y avoir des nouveaux scandales comme quoi ce vaccin n'est pas bon finalement, il faut faire autrement, etc. Donc voilà, l'euthanasie ça regroupe, et je voulais le dire aujourd'hui, ça regroupe un champ d'analyse extrêmement large et on peut pas se décider comme ça, on peut pas dire oui ou non. C'est comme il y en a qui proposaient de faire un référendum. Oui, non mais bon, si quelqu'un faire un référendum, certes c'est la voix du peuple, etc. Mais je pense que là c'est une question d'ordre, je dirais, éthique pour le coup, et bioéthique, même si c'est le contrôle des corps. Mais finalement la médecine, parfois en mettant, je pense notamment à Schumacher, en mettant dans un coma artificiel, maintient en vie quelqu'un, le maintient en vie réellement, mais artificiellement effectivement, hein, voilà. Mais finalement, est-ce que la personne est encore en vie? Il y a aussi tout un débat sur ces questions-là. On va laisser répondre Vincent dans quelques. Tu voulais répondre peut-être? Non, juste pour dire que tout ce qui était coma artificiel. La personne elle peut être animée à tout moment, mais des séquelles peuvent arriver. Voilà, ça c'est des troubles neurologiques, et puis le fait que aussi de pas faire s'activer, on va dire physiquement, peut entraîner des fois des dégénérescences. Alors je n'ai pas les pathologies, je les ai pas, je suis pas médecin. Ah mince. Mais c'est ça aussi le problème, c'est que la personne souffre, on est obligé de maintenir cet état-là pour éventuellement le faire survivre à ces hématomes qu'il avait un peu partout dans la tête. Donc là aussi. Oui, c'est question de stabiliser la situation avant de réveiller le patient, quoi. Voilà, après, on fait avec les moyens qu'on a, et on pouvait pas, de toute façon, le laisser en vie, c'était le faire mourir. Alors, forcément, parce qu'avec toute cette humeur, on pouvait pas l'opérer directement, parce que vous imaginez les conséquences que ça aurait pu avoir, et donc du coup, voilà, c'est pour ça que c'est très difficile de se prononcer, et d'écouter des gens qui parlent comme ça, bref, ça m'énerve. Vincent? Oui, j'avais une question pour commencer, pour pas dire de bêtises. C'est bien en Suisse qu'ils ont légalisé le suicide assisté
c'est ça? Oui, il me semble, oui, effectivement. Voilà, où justement il y a pas mal de Français qui partent là-bas pour Oui, faire ça. les pays effectivement qui entourent la France, il y a aussi, me semble-t-il, la Belgique qui est plus libérale sur cette Ouais, question-là. Oui, après par rapport à ce qu'a dit Marc, je pense que la question de... C'est bien la Suisse. Hein. D'accord, merci. La question des seuils, je pense que de toute façon, si on y apporte une réponse, elle ne satisfera jamais tout le monde. Il y aura toujours des questions dessus, des débats qui s'arrêteront pas. Et c'est justement pour ça que les politiques n'y répondent pas à cette question depuis plusieurs années et que le débat est sans cesse relancé. Rien que sur l'affaire Vincent Lambert, on voit que le Conseil d'État avait déjà reporté une fois sa décision et aujourd'hui il a encore reporté dans le sens où il voulait étudier à nouveau la question. Donc, oui. Et le problème, c'est que si on apporte une réponse à ce cas précis, ça pose la question de l'exemple que ça va faire pour les autres, et forcément. Donc il faudrait... On fait une exception, c'est ce que tu veux dire. C'est ça, c'est la jurisprudence, voilà. Qu'est-ce qui va en découler derrière, quoi? Tout le monde va dire, bah oui, mais lui, il a eu droit, donc voilà. Donc, il serait temps d'avoir au moins une loi claire et nette, ou qui laisse au moins le choix à la personne de décider elle-même si elle compte mourir ou pas, ou autre chose. Même la personne qui décide, au final. Parce que dans des États un petit peu, des fois, en déclin comme ça, ou même dans les États... où la parole existe, mais un état végétatif, le problème c'est que le médecin pourra toujours soupçonner la famille de lui avoir fait gober, de dire bah dis-lui ça au médecin. C'est ça le problème. Même le médecin a beaucoup à perdre, puisqu'il y a la question de si c'est lui qui décide d'arrêter de soigner ou de donner la mort. Il y a la question aussi du cadre juridique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de médecins qui veulent pas prendre ce genre de décision, quoi, parce que c'est pas clair. Et puis et puis vous imaginez, je sais pas, un médecin prendra cette décision-là. Si jamais ça fait un couac. Ouais, tout ce qui va se prendre dans la tête. C'est lui qui retombe. Au final, je sais que dans le cas de Vincent Lambert, je crois, il est totalement paralysé, mais il peut encore bouger le pouce, je crois, non? C'est comme ça qu'il arrive à s'exprimer. Il est encore conscient, oui, voilà, il est conscient. Il ne peut absolument pas émettre de message, a priori, mais il est conscient. Et voilà, et j'avais vu le cas à la télé il y a quelques années, ils avaient fait un logiciel pour pouvoir taper au PC avec les yeux, je crois, qui permettait aux patients de s'exprimer. Il y avait justement le cas d'une personne comme ça qui avait écrit un bouquin. Justement, il pouvait plus bouger, il l'avait écrit avec un logiciel qui marche par les yeux. Donc, mais au fond, je pense que cette décision, de toute façon, elle peut revenir qu'à la personne concernée. Donc, difficile. Il y aura toujours la question de regarder comment il s'exprime, est-ce que ça peut être valable ou pas. Et c'est là-dessus qu'il faudra influencer. Voilà, c'est là-dessus qu'il faudra légiférer, mais je pense qu'il faudrait. On peut pas légiférer là-dessus. On peut pas, mais le problème c'est que cette personne, Vincent Lambert, dans ce cas-là, lui veut mourir. Et on peut pas le faire parce qu'on sait pas si il ne l'a pas dit. Voilà, il l'a pas dit oralement. Et puis même, je vous dis, si même il le dit, tout le monde pourra soupçonner. Voilà, les avocats jamais. Voilà. Même le médecin aura toujours peur de prendre sur lui pour agir. Donc même s'il y a une conscience d'humain qui va survenir, au niveau du métier, au milieu de la loi, ce sera jamais clair. Donc il serait temps qu'il y ait vraiment, même si c'est pas une loi qui instaure un seuil, mais qui délimite au moins le champ, quoi, mais qui se passe quelque chose, parce que j'ai vu un chiffre tout à l'heure, mais apparemment c'est 2500 personnes qui sont plus ou moins dans le même cas que Vincent Lambert, donc il faut à un moment, c'est pas un cas isolé. Oui, voilà, à un moment, faut se mettre à la place de ces gens-là et se demander qu'est-ce qu'on pourrait faire à leur place, quoi. Au moins, ça aura le mérite d'élever le débat, mais le débat servira à rien, parce que de toute façon, voilà, ce que tu dis comme champ, à mon avis, c'est infaisable. Ou pas encore aujourd'hui, mais même plus tard, si on a toujours moi je pense que faut raisonner un peu objectivement. Si on prend justement en compte toute la complexité, par quel moyen faire. Enfin, c'est quand même compliqué. Mais ce qui est dommage, c'est que les médias nous font croire aujourd'hui, enfin, peut-être pas pour nous, parce que nous on est là, mais qu'il y a quand même une espèce quelque chose qui surfe sur la vague, sur l'euthanasie, faux l'euthanasie. En fait, on nous fait croire que pratiquement une bonne partie de la population souhaite ça. C'est un peu comme là on en revient au régime comment il s'appelle, du quoi. Tout le monde, voilà, on fait des pubs, vous voulez mincir, vous voulez ci, vous voulez ça. Quelqu'un propose une sorte de régime. Forcément, c'est du médical, c'est une façon qui est pas naturelle de maigrir. Forcément, il va y avoir des conséquences. Alors, du coup, il aura essayé parce qu'on y sort sur la vague. Du coup, ça va poser des problèmes parce qu'il aura fait ci, il fallait pas faire ça. C'est-à-dire qu'il faut, au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on autorise ou pas les médecins à faire des trucs de régime. De toute façon, il n'y a pas 36 solutions pour maigrir. Faites du sport, vous mangez moins, et ça y est, vous maigrez. Non, mais c'est vrai. À part ceux qui ont des pathologies, qui fait que, voilà, mais ça, c'est des pathologies, on peut pas lutter contre ça. C'est comme tous ces trucs de chirurgie esthétique.
On nous fait quand on nous montre à la télé des femmes, voilà, toutes retouchées sur Photoshop, avec un corps, voilà, on en fait un système et tout, voilà, on se projette, ou même les mecs, on voit des mecs super baraqués, etc. On se dit bah ouais, ça serait bien de leur ressembler, ça a l'air, c'est ces mecs-là qui plaisent. Du coup, on va encore avoir dans une sorte de bioéthique un petit peu toucher les corps, quoi. Et toucher les corps, ça va amener des catastrophes, ça va nous faire le scandale des prothèses PIP, des PIP. Voilà, le problème, c'est que il faut arrêter. Voilà, c'est vraiment cette éthique un petit peu de l'apparence qui joue beaucoup. Et le problème d'avoir l'impression que l'euthanasie sur le sujet de l'euthanasie, c'est quelque chose de très simple. Bah oui, tu donnes la mort s'il va pas bien. Oui, mais j'ai envie de dire, mais oui, mais pauvre con. Enfin, excuse-moi, mais c'est quand même, je m'énerve parce que c'est quelque chose qui est mais je sais pas. Au-delà de ça, on pourra pas empêcher cette culture de l'image du corps ou quoi que ce soit. Mais le problème, c'est vraiment le décalage entre ce qu'on nous vend, notamment à la télé, dans les médias, et ce qui arrive dans la réalité. Donc, on nous montre un monde qui est tout beau, où on peut se faire refaire ce qu'on veut et avoir l'image qu'on veut. Mais au moment où il y a quelque chose qui éclate, il y a une catastrophe, ou comme les prothèses PIP, là, tout le monde se rend compte que tiens, c'est pas le paradis, quoi. Donc, pourquoi chacun peut faire ce qu'il veut de son corps, donc s'il veut se faire retoucher, il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, il faut au moins bien informer sur les risques encourus pour pas qu'on arrive encore à des situations telles quelles. Le problème, c'est pas tant ce qu'on en fait, c'est surtout le décalage qu'il y a entre ce qu'on nous vend et ce qui est la réalité, quoi. Les gens sont sur un petit nuage et au moment où ça tombe, on a l'impression que tout le monde ouvre les yeux et c'est le bordel. Oui, et puis après, il faut pas s'étonner. Voilà, encore une fois, quand on fait des trucs qui sont d'un côté pas naturels, parce que la médecine en soi est pas naturelle en soi, parce que bon, elle est naturelle parce que certaines formes de médecine, il y a certaines formes de médecine qui sont pas naturelles, qui sont pas obligées. Déjà, moins on touche au corps, moins ça pose de problèmes. Moi, je parle pas des tumeurs. C'est ce qu'on disait en disant qu'effectivement aujourd'hui on peut maintenir artificiellement quelqu'un en vie alors qu'avant on ne pouvait pas. Oui, mais on est dans de l'avancée, mais là c'est quelque chose de, pour mettre dans un coma artificiel, ça fait suite pas à quelque chose d'esthétique pour le coup. Ça fait référence, quoi que tu me diras, des fois après les opérations, notamment tout ce qui est chirurgical, on peut mettre dans un coma artificiel parce que les douleurs sont des fois extrêmement importantes. Notamment pour les personnes qui se font refaire tout ce qui est hanches, fesses, enfin des trucs comme ça. Vous imaginez, vous pouvez pas vous asseoir pendant près de 4 mois facilement. C'est quand même assez dur, mais bon, c'est eux qui l'ont voulu aussi, hein, donc faut peut-être pas pousser non plus. Mais ce que je voulais là, non mais c'est vrai, parce qu'au bout d'un moment, c'est comme ces femmes qui vont se faire les seins avec des prothèses PIP qu'il faut changer tous les 5 ans parce que c'est pas bon du tout. Même non, faut faire des contrôles tous les 2 ans parce que évidemment c'est du silicone. Alors c'est pas rester là, ça ne se garde pas. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi dans le sens où je te rejoins dans le sens où c'est contre nature. Après, chacun fait ce qu'il veut de son corps. Le problème des KPIP, c'est qu'elles étaient mal conçues et les femmes n'étaient pas assez bien prévenues sur les risques encourus. C'est là où il y a un énorme effort à faire, je pense, c'est qu'on a le droit de dire aux gens, vous avez le droit de faire ça, mais il faut vraiment clairement leur expliquer les risques encourus. Oui, mais alors dans ce cas-là, faut pas. Voilà, mais le problème, c'est que de toute façon, PIP, c'est un problème parce que ça a créé des problèmes, parce qu'il y a eu des lésions importantes qui ont été créées, le silicone, les prothèses éclataient. Et exploser à l'intérieur. Alors je sais pas ce que les maris faisaient avec leurs femmes, ça m'intéresse pas, mais non, je rigole, petite boutade, ça va Soirée, voilà, excusez-moi. Non, mais chez où non, restons sérieux. Non, mais ce que je veux dire, c'est là où peut-être on a un petit point de désaccord avec Vincent, c'est de dire les médecins sont obligés de leur dire que les risques sont présents. De toute façon, même si les médecins leur disent pas, on sait très bien que injecter des choses comme ça, c'est pas naturel, c'est pas bon, etc. Donc après, quand ça fait des scandales, alors elle dit oui, alors c'est pas remboursé, c'est moi qui ai payé, faut qu'on me rembourse parce que c'est mal fait. D'accord. Enfin, là-dessus, je te rejoins dans le sens où moi je toucherai pas à mon corps de cette façon-là parce que je considère que c'est contre nature. Mais il y a des gens qui réfléchissent pas assez et à qui on a tellement vendu de choses qui se posent plus ce genre de questions et pour eux c'est un nouveau matériel ou je sais pas quoi. Donc ils se plaignent après. Donc je suis d'accord, mais c'est là où vraiment on peut pas interdire ce genre de pratique. Il faut clairement dire aux gens les risques encourus. Et après, chacun décidera et on pourra pas se plaindre. Après, bon ça c'est une question, la chirurgie esthétique c'est une question spécifique. Moi je voudrais en revenir à la question du coma artificiel, parce qu'on peut voir notamment c'était Ariel Sharon, je crois, qui est décédé il y a un mois ou deux là. Oui. L'ancien premier ministre israélien, il était resté 8 ans. Et donc là encore, ça pose la question de la famille. C'est pas clair. Le corps médical se repose encore une fois sur la famille.
Donc il serait peut-être Et puis, ce qui serait intéressant, et c'est ce que que disait Marc sur toutes les ambiguïtés qu'il y a oui, derrière voilà, la justement, richesse, il serait peut-être temps etc. ou qu'on dise aux gens clairement de prévoir ça avant, comme on commence à Par faire ça pour testament. les obsèques. Oui, Penser ça avant et de dire une ligne de conduite exacte dans telle situation. Je sais que c'est pas facile à faire, que c'est très C'est large l'une des comme pistes question. qui est envisagée par le Mais gouvernement. voilà, il évidemment. va falloir prévoir parce que Mais même en prévoyant, je pense qu'on pourra pas enlever toute la coercition des Évidemment. fois familiale. Ouais, C'est ça. les faux. C'est malheureusement, je reviens toujours à ça, mais je pense qu'on est là-dedans. Et puis oui, là l'exemple de Sharon est excellent pour ça. C'est-à-dire que déjà il y a des questions d'héritage, et puis il y en avait qui avaient qui avaient intérêt. Je sais plus si c'est sa compagne ou quelqu'un proche de lui qui touchait toujours, comme il avait été Premier ministre, touchait Une quand rente. même la rente Enfin, une rente, ouais. de son mari. Alors voilà, là on rentre encore, c'est ce que je disais au Et début. puis en plus là-dedans, t'as la question de religion qui se met dedans en plus, c'est encore Oui, plus. alors ça, on voilà, rentre pas à ta caisse, quoi, mais, encore plus la question religieuse, parce que par exemple, même dans le cas de l'Église catholique, évidemment, pour l'euthanasie, n'est pas pour. Ah non, non. Évidemment. Contre nature. C'est comme la dernière fois, on s'est insurgé, il y a un certain temps, on s'insurgeait que Jean-Paul II soit pas pour les capotes, mais évidemment, le mec, il a la foi en Dieu, il faut avoir une seule femme dans sa vie, machin, etc. Bah évidemment qu'il va pas faire l'éloge de la capote. Enfin, c'est quand même, et c'est comme pareil pour l'euthanasie. Le suicide étant interdit. Non, puis l'image, l'Église catholique a une image qui s'est énormément dégradée, et donc il y a énormément de sujets où même les croyants ne regardent même pas ce que dit l'Église catholique, et sur certains sujets, à un moment où ça ressort, ah bah tiens, il se passe ça. Donc là, il va falloir peut-être arrêter un peu être les faux culs, quoi. Je veux dire, bon. Je voulais avoir l'avis de Baptiste sur l'euthanasie, nous ne l'entendons pas depuis tout à l'heure. Baptiste, as-tu un avis peut-être davantage que sur les différents scandales du début de l'émission? Disons que moi j'allais aller dans la direction où est allé sur la fin Vincent. Vincent, ouais. C'est vrai que je pense que voilà, je suis tout à fait d'accord avec Marc et voilà. Là aussi, quand on pas être d'accord avec lui, c'est vrai que il y a rien de manichéen là-dedans, c'est très très ambigu, ça touche à la mort, et c'est pour ça que quand on est parti après, même sur la chirurgie esthétique et tout ça, bon, on peut toujours y raccrocher par défaut, mais bon, je pense que là, on touche vraiment à la fin de vie, donc c'est un sujet délicat. C'est très spécial, et je pense que c'est pas comparable, c'est d'ailleurs comparable à pas grand-chose, parce que bon. Voilà, et c'est toute la difficulté même d'ailleurs de. Moi, je suis pour. Je pense que, et comme tu dis, ils y réfléchissent à encadrer. Et c'est pour ça. J'étais d'accord avec Marc, mais à un moment donné, il faut faire une tentative d'encadrement parce que je pense que parce qu'énormément de personnes souffrent justement de l'impossibilité de choisir par eux-mêmes, parce que voilà, c'est quelque chose de très individuel, on peut pas choisir pour eux, mais juste d'encadrer dans un champ très large. Mais l'encadrement est obligatoire à un moment donné. Pour faire évoluer la chose, il va falloir entrer dans les lois, et je crois que voilà, comme disait Vincent, voilà, quelque chose qui se rapprocherait du testament. Alors aussi, c'est vrai que de toute façon, on peut choisir 30 ans avant comment on pourrait réagir dans ce moment-là. De toute façon, prévoir comment on pourrait réagir dans un tel cas, c'est impossible non plus. Donc je veux dire, quand on a la mort en face, c'est comme dire On s'accroche toujours à la vie. Voilà, et puis c'est comme dire qu'on aurait réagi d'une telle façon pendant la guerre, ou c'est que quand on a la mort en face, on jamais on ne peut prévoir, ou on ne peut dire ce qu'on ferait si on n'est pas dans ce moment-là. Mais je crois que quand même, il est obligatoire d'encadrer juste la chose de manière très large, et c'est-à-dire peut-être fixer peut-être un nombre de personnes restreintes que l'on pense à un moment donné qui seraient les plus à même de parler pour nous si on serait pas en possibilité de le faire, peut-être des choses comme ça. Après la médecine va avancer, donc voilà, comme c'était Vincent Marc qui disait, le fait de pouvoir écrire avec les yeux, voilà, la médecine va avancer, donc petit à petit on va pouvoir faire progresser la communication du patient jusqu'au point critique. Mais
voilà, je crois que il est indéniable qu'il faut encadrer les choses, mais de la manière la plus large possible. Et c'est pour ça que sur la position, je suis d'accord avec vous deux, mais peut-être là où je mettrais un petit bémol, c'est sur Marx, c'est-à-dire que entièrement d'accord, mais à un moment donné, il faut faire quelque chose, je pense en fait. Je pense que tu es d'accord aussi avec ça. Je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il y aura toujours un facteur dérive. Mais je crois qu'il y aura toujours. Mais est-ce que la dérive, c'est pas aussi de garder des gens en vie? On parlait du président Ariel Sharon qui est resté dans le coma et puis qui finalement s'en est allé. Voilà. Est-ce que c'est pas aussi une dérive quelque part? Et puis comme on parlait d'influence des médias, tout ça, peut-être qu'il faut, il y a l'influence des médias et tout ça, mais peut-être qu'il faut aussi regarder derrière. Et je pense qu'à un moment donné, il faut pas voir non plus que l'influence des médias. Et je crois que, je veux dire, il y aura peut-être quelques dérives, mais je crois que il faut, à un moment donné, ça parlera, c'est évident, mais certains patients et leur famille autour, s'ils le savent qu'ils ont agi à un moment donné en leur âme et conscience, je crois que peu importe que les médias ou le monde entier pense qu'il y avait des intérêts troubles derrière ça, je pense que si eux-mêmes peuvent se regarder dans la glace et en leur âme et conscience pensent qu'ils ont agi de la meilleure des façons, je pense que voilà, il y a plus d'histoire de complot ou de médias. Et c'est pour ça que je disais, peut-être voilà, à un moment donné, si une personne a énormément confiance a une confiance énorme en certaines personnes et qu'il pense que ces personnes-là pourraient réagir de façon comparable à sa réaction, je pense voilà, une forme de testament préventif, c'est toujours préventif, mais une forme de testament voilà qui prévoirait ce genre de choses, même si c'est imprévisible. Voilà, au moins l'encadrer au minimum, et peut-être et laisser la liberté individuelle s'étendre au maximum, mais juste dans une forme d'encadrement, que ce soit juste pas fait freestyle, voilà, où c'est tout free, où on choisit, où on se met tous autour d'une table sans aucune règle et tout le monde parle et tout le monde se coupe la parole. Non, à un moment donné, des hiérarchies, quelqu'un qui doit parler en premier, quelqu'un qui doit parler en second, que les gens se réunissent et que voilà, que ça se fasse selon des règles précise. On va continuer sur l'ambiguïté avec un autre débat de société qui touche le corps médical, on va dire, et puis la médecine, la santé et bien sûr, en parlant de l'IVG. Vous êtes peut-être au courant de cette affaire des dernières semaines, puisqu'effectivement c'est en Espagne, pardon, excusez-moi, en Espagne, les Espagnols qui se mobilisent actuellement pour l'IVG, puisque le parti au pouvoir l'a remis en cause. Vous avez entendu parler de cette affaire, messieurs? Ouais. Voilà, dans l'actualité. Alors, du coup, la question se pose en France. Voilà, on a aussi le débat. En France, on soutient les Espagnols qui sont pour l'IVG, et puis d'autres franges sont plutôt opposées à l'interruption volontaire de grossesse. On le rappelle, le fait d'interrompre la grossesse. Alors en France, c'est avant un délai de 3 mois que l'on peut interrompre la grossesse d'une femme, notamment lorsque l'enfant n'était pas prévu, lorsqu'il y a aussi parfois un problème médical autour du fœtus. Donc, quel est votre avis sur cette situation et notamment sur le recul finalement de l'Espagne, si on prend une sorte de frise et qu'on met vers le progrès, le fait de pouvoir faire une IVG, notamment après des viols et ce genre de situation. Vincent. Oui, ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils soient revenus dessus. C'est surtout ça, moi, qui m'a choqué. Après des débats autour de ces questions-là, il y en aura toujours. Mais il était passé, ils ont limité en fait ce truc-là. C'est comme si en France aujourd'hui on revenait sur l'IVG. C'est quand on revient sur des questions qui touchent à une forme de morale, c'est là que moi ça me choque, parce que oui, quelque part ça allait contre le progrès. Si ça a été accepté à un moment, c'est là on revient dessus. Donc si demain il se passait ça en France, je pense que les débats porteraient pas sur le fait que l'IVG soit bien ou pas. Je pense que le débat porterait sur le fait qu'on retouche à une loi qui soit passée comme ça, une loi considérée comme fondamentale pour la liberté des femmes. Donc moi c'est vraiment ça qui me choque. On taxe régulièrement le Front National de vouloir revenir notamment sur l'IVG, voilà. Ou en tout cas sur sa gratuité. Je peux comprendre la position des gens qui sont contre, je dis pas que j'accepte, mais on peut le comprendre. Mais une fois que c'est passé dans la loi, moi ce qui me choque, c'est de revenir là-dessus, parce que je considère que ça fait partie ensuite du domaine de la liberté du corps des femmes. Et donc moi c'est vraiment ça, j'ai l'impression de revenir en arrière. C'est au-delà des raisons, c'est... Baptiste, qui a décidé cette remise en cause Alors là il s'agit de l'Espagne. Oui, mais voilà.
qui a décidé, les parlementaires, je sais pas moi, qui c'est bizarre parce que c'était passé. Alors, nous dit toujours Yahoo, nous sommes toujours sur Yahoo. À droite, si le président du gouvernement Mariano Rajoy a approuvé le projet de loi en décembre dernier, d'autres membres du Parti populaire se sont élevés contre. La vice-présidente du Congrès, Célia Villalobos, a réclamé le libre vote sur une motion déposée par les socialistes. Donc voilà, c'est le Parlement a priori qui a, c'est normal, a posé un projet de loi, c'est un et le Parlement a voté la loi donc contre l'IVG. Il s'agissait d'une loi. Alors le Parti socialiste qui a proposé une mention opposée donc à ce projet a recueilli. A été rejeté 183 voix contre 151, donc on voit aussi un peu la proximité entre les. Enfin, on ne sait pas exactement, hein, c'est borderline comme approbation, on va dire. Mais effectivement, et me semble-t-il, alors que la législation actuelle en Espagne permet aux femmes d'avorter jusqu'à la 14e semaine de grossesse, la nouvelle loi placera le pays parmi les plus restrictifs d'Europe. Si le projet de loi est adopté, le nombre d'avortements en Espagne continuera d'augmenter et beaucoup seront plus dangereux pour les femmes. Voilà, donc c'est une loi qui contraint l'avortement finalement, un petit peu comme je vous disais il y a quelques instants, le Front National qui en France est taxé de vouloir faire payer l'interruption volontaire de grossesse quand c'est pas un viol ou ce genre de choses. D'accord. Ouais, pour revenir peut-être sur le fond du problème, on en avait parlé d'ailleurs dans un cours. C'est vrai que tu fais bien de le préciser quand tu disais voilà, ce forme de progrès, voilà, faut prendre des pincettes avec ces mots-là parce que bon, bien sûr. Chacun a sa vision du progrès et on va dire ce changement, on va dire, de direction en Espagne. Je crois que oui, moi personnellement, je suis pour l'avortement, mais c'est vrai que voilà, énormément de personnes voient dans cet acte quelque chose qui les repousse, notamment spirituellement ou même de manière éthique et avec la vision qu'ils ont de l'individu et voilà, et même ce que ça peut engendrer après, est-ce que ça peut donner voilà, il y a des gens qui parlent d'une perte complètement de contrôle et d'une explosion de ce qui nous rattachait peut-être avant à une forme de morale beaucoup plus, oui, plus spécifique, j'ai envie de dire, voilà, qui sera pour c'est plus peut-être des idéaux religieux de certaines personnes, mais voilà, je pense que c'est ce qui est plutôt voilà, assez surprenant, c'est ce revirement de situation, comme disait Vincent. Après, c'est vrai que ça fait un énorme tollé, comme vous l'avez dit. Moi, j'avais beaucoup d'amis en Écosse quand je suis parti qui sont justement, qui manifestent énormément là-bas pour ça. Ouais, en Espagne, même en Écosse. En Écosse même, parce qu'il y a une grosse communauté là-bas espagnole et qui se réunissent très souvent devant l'ambassade espagnole notamment et qui manifestent. Ça fait vraiment un énorme tollé. C'est vrai que là, comme on parlait juste avant des conditions et de la mise en place d'un encadrement pour l'euthanasie, je crois que c'est pareil, là, à un moment donné, ça reste, enfin, c'est pas exactement comparable parce que bon, voilà, on choisit pour une forme d'autre personne, mais bon, c'est sûr que après, est-ce qu'il y a les débats, est-ce que c'est vraiment, est-ce que entre l'embryon, est-ce que c'est vraiment une personne, bon, bref, je laisse ça de côté, mais le fait est que je pense que pareil, un encadrement est important, mais sur des questions comme ça, et je dirais deux choses. Je dirais le fait, comme tu as dit, que il y avait 183 par exemple contre 151. Je pense que pour des questions pareilles, peut-être que aussi l'État devrait limiter, je veux dire, dans certains domaines, des questions où finalement la majorité qui l'emporte normalement pour voter une loi au Parlement sur des questions plus banales, on va dire, et qui ne touchent pas à ces domaines, on va dire, de mœurs et de vie et tout ça. Voilà, sur ces questions-là, peut-être un consensus beaucoup plus large et finalement, voilà, je sais pas moi, on va dire sur 550 députés, je vais dire une fourchette, peut-être
430 députés qui soient d'accord au moins pour ça, et qu'ils soient réellement d'accord, et qu'il n'y ait pas abstention et ça. Donc voilà, un plus large consensus et un encadrement beaucoup plus large aussi, c'est-à-dire où on laisse peut-être parce que voilà, on restreint fortement et on dit non, c'est pas possible à certains endroits. Mais je crois que voilà, faut à un moment donné laisser aussi libre choix. À un moment donné, ça touche énormément les personnes aussi, parce que les contextes sont très différents, et voilà, à un moment donné, il y a une personne s'est fait violer, donc c'est pour ça. Dans une autre cas, c'est pour autre chose, et ça paraît beaucoup plus banal, et ça paraît être juste une bêtise et un manque de responsabilité de la personne. Pour un autre cas, ça va être autre chose. Je veux dire, il y a énormément de cas, et je pense qu'il faut laisser le choix et je veux dire encadrer, mais dans un délai raisonnable, laisser le choix à laisser le choix, voilà, famille, avec un délai raisonnable. Famille, finalement, effectivement. Marc, rapidement peut-être une réponse, des éléments de réponse à cette question. Oui. Évidemment, pour l'IVG, on est tous pour. Et tu as dit tout à l'heure, et ça a été repris par Baptiste, que dans le cas d'un viol, etc., mais pas seulement. Imaginons que, un couple, normalement constitué, soit dans une famille, tranquille, la femme tombe enceinte, s'ils n'ont pas les moyens de l'élever, faut quand même avoir les moyens d'élever un gosse aussi. Enfin, je veux dire, sans enlever... manque de responsabilité. Après, qu'elle soit vraiment, je veux dire, qu'elle soit plus ou moins fautive. Je veux dire, des fois, après, c'est pour ça que je disais, c'est une question de contexte. C'est très très difficile là aussi à légiférer de manière. Oui, c'est-à-dire qu'on veut mettre une loi, on veut mettre un cadre, mais finalement c'est assez difficile, et la décision devrait effectivement, comme en France d'ailleurs, revenir à la famille. Exactement, je pense la personne concernée directement. Et puis juste un mot, les arguments qui sont contre. Baptiste en a dit deux trois mots. Il y a souvent cet argument qui sort comme quoi c'est pas naturel, enfin voilà les grands mots. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, en somme, si on part ce qui se réfère toujours à la nature, comme quoi machin. Je veux dire, aujourd'hui rien n'est naturel aussi. Je veux dire avant, on n'est pas dans l'état de nature non plus. On ne doit pas se débrouiller comme ça avec les moyens qu'on a. Non, aujourd'hui il faut des moyens pour payer ce dont on a besoin. On a tout un tas de contraintes imposées par la société. Alors il n'y a pas que des contraintes, il y a des fois des trucs, évidemment c'est très bien, et je pense qu'on est les premiers à le dire, mais voilà, je pense qu'il faut un débat un peu constructif, et dans la société dans laquelle on vit, voilà, il y a les viols, les besoins économiques, je pense que c'est peut-être l'argument naturel, malheureusement, et je veux dire, est effacé, devrait être effacé au profit des nouvelles contraintes d'aujourd'hui. Et je pense qu'évidemment c'est naturel, mais bon, j'ai un peu de mal à me prononcer, à dire le contraire. Vincent souhaite te répondre. Tu parles des contraintes, mais le problème c'est encore une fois, c'est que des contraintes et des idées, des questionnements, t'en auras encore énormément des différents, donc on ne pourra pas légiférer sur tous. On va être obligé de mettre un cadre global ou une question de seuil, encore une fois pour l'IVG, qui s'appliquera à tout le monde. Tu peux pas dire en cas de viol on va faire ça, en cas de machin, c'est trop large. On va s'appliquer au maximum de cas. Voilà, c'est ça. Et de toute façon, ça diminuera pas. L'IVG diminuera pas. Non, de toute façon. Oui, c'est ce qu'on disait. Il suffit d'aller dans les pays mais ça peut même se faire. Les gens qui ont été formés pour le faire vont le faire peut-être de manière clandestine aussi. Bien sûr. Et ça sera pas forcément les mêmes moyens. Ça sera. Non, et puis il y aura tout un marché parallèle qui viendra bien sûr. Du coup, ça repose peut-être la question d'une loi au niveau peut-être européen, vu que chaque État applique sa politique différente, et donc du coup, il suffit de passer d'un pays à un autre pour changer. Pourquoi pas légiférer au niveau européen et instaurer une loi commune. Bon, après ça va être difficile puisqu'il faut une majorité sur les 28 pays. Et donc on voit les contextes culturels sont différents, quoi. Voilà, nouveau débat de société, troisième débat de société soulevé. Baptiste est surpris qu'il y ait autant de débats autour de la santé, c'est un truc de fou. Effectivement, la légalisation des drogues, messieurs. Voilà un sujet. Alors effectivement, vous avez peut-être entendu parler, notamment, on en a parlé en fin d'année dernière, sur le fait que certaines drogues pouvaient, notamment dans le domaine médical, aider certains malades à aller mieux, voilà. Et puis il y a aussi d'autres débats qui, on se souvient, à un certain moment, les écologistes avaient proposé la légalisation de certaines drogues, comme ça se fait dans certains pays. Alors que penser de ça? Est-ce qu'on doit aller vers une légalisation d'un phénomène qui finalement existe?
les salles de shoot notamment c'était un projet qui est mis en place d'ailleurs dans certaines villes pour encadrer là encore les drogues, la consommation de drogue. Quelle position adopter sur ce débat? Marc, as-tu peut-être une réponse, un point de vue sur cette idée? Peut-être que tes camarades ne seront pas forcément d'accord avec toi d'ailleurs. Peut-être, c'est possible. En fait, il y a eu un grand débat parce que voilà, sur des médicaments, on a introduit des substances de cannabis pour voilà, c'est un peu la dose un peu morphine quoi. Oui, voilà, la morphine tout à fait qui est prescrite dans certains cas et qui est consommée en tant que drogue par d'autres. Oui, non, évidemment. Mais alors, voilà, faut distinguer encore une fois ce qui est difficile, c'est encore une fois de dire est-ce qu'on peut légaliser? Il y a eu un lobby là qui est passé disant ouais, on le légalise maintenant pour la médecine, pourquoi ne pas légaliser? Sachant qu'effectivement la drogue c'est dangereux pour la santé, rappelons-le quand même. Oui, la morphine, si vous en prenez trop, vous mourrez, hein, c'est normal. Enfin, je veux dire, à trop. Mais même sans mourir. Oui, non, mais même sans mourir. Je veux dire, mais c'est pour montrer que excessivement administré, la morphine en tant que soi est déjà très dangereuse. Après, pour ce qui est de la consommation de drogue, de toute façon, elle existe encore aujourd'hui, et je pense. Oui, déjà, c'est sûr qu'elle va perdre. Elle est constamment, et je pense que le fait de la légaliser empêchera pas les réseaux souterrains qui ont toujours été créés au final. Enfin, je sais pas, c'est ma position, mais quand vous rendez quelque chose de légal, ceux qui s'occupaient des marchés illicites ou illégaux, je sais là la différence, bon bref, on s'en fiche, mais ils vont soit faire autre chose, soit essayer d'extraire autre chose aussi. Enfin, c'est faire un trou dans l'eau, surtout que bon, pour le coup, non mais c'est vrai, j'aime bien cette métaphore, mais c'est comment la consommation. La consommation à usage médical ne doit pas faire un système de généralisation, je pense, de consommation qui est dans les cigarettes ou même dans tout ce qui est de drogue, dans comment on appelle ça, les piqûres, là, enfin, quand on se pique, quoi. Bref, c'est complètement autre chose. Et puis après, on peut craindre, enfin, moi je m'en fous, mais après, est-ce que le fait de la légaliser, est-ce que ça la rendrait pas banale parce que tout le monde peut-être peut fumer? Peut-être que c'est aussi un phénomène de distinction, j'en sais rien, je suis pas Bourdieu. Ou peut-être que justement, ça va l'augmenter, on sait pas non plus. C'est pour ça, il est impossible de prévoir la suite dans des sujets comme ça. Il y a ce que va devenir après la production et la consommation, diminuer ou pas diminuer, et qu'est-ce que vont faire ceux qui étaient anciennement dans les marchés illicites? Est-ce qu'ils vont continuer encore une fois? Se renouveler dans autre chose. Ouais, ils risquent de se renouveler dans autre chose. De toute façon, voilà. Bon, j'arrête de parler. Il n'y a pas de souci, Marc. Tu es le. Ouais, moi je suis d'accord avec Marc, et je pense que voilà, sur un tel sujet et notamment sur la gravité du fait de consommer des drogues, on n'a tellement pas d'assurance face à l'avenir d'une légalisation que je veux dire qui sait que si on légalise, certaines personnes qui avant ne pouvaient pas parce qu'ils avaient un petit peu je sais pas justement leur on va dire, même si c'est de moins en moins vrai, mais l'emprise parentale, plein de choses, un petit peu la peur d'aller voir certaines personnes qui vendent, enfin énormément de choses. Là ils pourront y goûter comme ça, et qui sait que finalement énormément de personnes qui n'y goûtaient pas avant, même s'il y en a de moins en moins, iront goûter et ils prendront goût parce que ça a été légalisé, ça a été banalisé. Je crois que non, moi ça m'est difficile de voir. Je pense que voilà, la drogue, tant qu'il y en aura, ça sera toujours consommé excessivement. Et je crois qu'il y a des gens il y a énormément de personnes qui ont besoin, qui ressentent le besoin de se droguer. Voilà, et je crois que tant qu'il y aura de la drogue, il y aura toujours cette possibilité là de passer sa vie autrement, et je crois que la légaliser, ça serait passer banaliser quelque chose qui de tout temps n'a pas été banalisé, chez nous notamment. Après, je sais pas dans d'autres contrées si le cannabis a été banalisé, mais en tout cas ici non. Et je crois que voilà, c'est franchir un pas qui est quand même immense, et dans lequel on a vraiment aucune assurance. Et après on parle par exemple du fait que ça peut résoudre pas mal de problèmes au
au niveau de la violence et tout ça, je suis d'accord. Je pense que ça résoudrait énormément de problèmes et ça mettrait pas mal de bâtons dans les roues de gros dealers et que ça mine de rien, ça changerait un petit peu la carte du monde de la drogue dans le monde. Mais mine de rien, je pense que voilà, déjà, qu'est-ce qu'on fait? Faut savoir que la drogue, même en France, dans un moment de quartier, ça fait vivre énormément de monde. Et qu'est-ce qu'on fait de toutes ces personnes alors qu'actuellement on a énormément de problèmes dans le système dans lequel on est. On a énormément de problèmes d'emploi et de chômage. Et je sens la fronde après réelle d'énormément de personnes qui vivaient avec la drogue et qui finalement, d'accord, il y a énormément de violence, mais en fait, c'est que je me trompe peut-être, mais là à l'instinct, je dirais que la drogue fait énormément de dégâts, mais elle fait énormément de dégâts par sa consommation. Après, la violence en elle-même, voilà, elle fait des morts, énormément de morts collatéraux, et c'est vraiment dommageable. Mais je crois que dans énormément d'endroits, les gens se tuent entre eux. Je veux dire, les bandits se tuent entre eux essentiellement. Et on le voit à Marseille. Bon, il y a certains, voilà, mais les gens, en leur âme et conscience, savent quand même qu'ils se mettent dans un milieu auquel, quand tu rentres, t'es pas là pour rigoler, et que si tu mets le pied, tu mets ta vie en jeu. Et je crois que voilà, les gens se tuent entre eux, et que finalement les dommages collatéraux sont peut-être, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression sont plus par rapport à la consommation au niveau de ceux qui ne trafiquent pas que justement dans cette guerre des gangs qui ferait à côté plein de morts, ça. Voilà. Et je pense que voilà, on parle de ça, du fait que ça arrangerait les choses au niveau de la violence, mais je pense qu'il y aurait une énorme fronde, et je pense que ça pourrait engendrer d'énormes violences en retour. Et comme je disais, voilà, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces personnes qui vivent de ça, et comment vivraient-ils, et je pense que de toute façon ils se tourneraient vers autre chose, vers quelque chose encore d'illicite, et la violence continuerait pour quelque chose d'autre. Donc voilà. Continuer quand même la prévention et le contrôle. Bien sûr, non, mais la prévention toujours. Et moi, je pense que même si on parle de voilà que c'est bête, tous ces pubs et tout ça servent à rien, mais je pense qu'elles servent ça veut dire, ça met dans la tête aux personnes. Maintenant, je veux dire, pour la cigarette, je veux dire, cette forme de prévention depuis toujours, mine de rien quand même si après on parle je parle vraiment de la prévention là. Quand on se met à fumer, maintenant, plus personne, je veux dire, tout le monde sait que ces choses-là sont mauvaises. À un moment donné, en notre âme et conscience, on décide à un moment donné de fumer, on décide de se droguer. La prévention, elle est là. Si encore on serait pas. Mais là, on sait. Et voilà, il faut aussi se responsabiliser individuellement, je veux dire. Alors justement, tu parles du tabac, c'était l'un de nos derniers sujets, l'augmentation sans cesse ces derniers temps du tabac. Messieurs, je crois que vous êtes concernés. Je ne crois que je ne trahis personne, hein, mais je ne savais pas. Oui, on ne savait pas. Moi, j'y ai pensé juste après. Bien sûr. Oui, non, mais on te pardonne, Baptiste. Il n'y a pas de souci. Effectivement, donc l'augmentation du prix du tabac, augmentation qui porte aujourd'hui le paquet de cigarettes quand même à un niveau de prix assez élevé, et l'État français dit que ça lui permet effectivement de lutter contre le tabac, d'augmenter le prix. Je n'ai pas les chiffres là, c'est vrai qu'on aurait pu les sortir, les chiffres peut-être de la diminution des consommateurs de tabac vis-à-vis, est-ce que cette politique fonctionne? Certains semblent dire que oui. Quel avis avoir sur cette augmentation? Alors est-ce qu'on va voir le paquet de cigarettes à 10 € bientôt, Marc? Non, Baptiste souhaitait répondre. Ouais, peut-être, surtout qu'en plus en France, avec le tabac, j'ai l'impression, et pour être allé à l'étranger, pour avoir vécu à l'étranger, après je suis pas vécu dans tous les pays, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a même une spécificité française. Franchement, en France, les gens fument énormément, ils ont un rapport au tabac qui est spécial, et je crois que c'est vraiment rentré dans la vie des gens. Je veux dire, quand on se promène en France, quand on n'est pas fumeur, parfois on est en minorité, et ça c'est presque, je veux dire, on le voit pas beaucoup ailleurs non plus, hein. Donc voilà, et je crois que ouais, moi je suis, si je mettrais la réponse comme ça, je suis pas forcément contre l'augmentation du prix. Je pense que ça fait quand même de diminuer les choses, mais
Mais voilà, quand je parle des spécificités françaises, je pense que en France, les vrais fumeurs, en tout cas, et c'est pour ça aussi que peut-être cette augmentation-là, elle est pas, voilà, on crie dessus et on dit, mais elle est peut-être pas forcément mauvaise parce que les gens vraiment qui sont pas fumeurs et qui n'ont pas vraiment l'addiction, je crois qu'ils arrêtent de fumer peut-être peut-être pas pour la plupart, mais pour pas mal d'entre eux, ils arrêtent de fumer parce que voilà, ça devient trop cher. Mais pour les vrais fumeurs, je crois que voilà, coûte que coûte, certaines personnes fument depuis 30 ans ou même depuis moins longtemps, mais je veux dire qu'ils sont vraiment addicts et je pense qu'ils se priveraient d'autres choses pour fumer des cigarettes. Vincent, pour le mot de la fin. Ouais, question assez large, mais sur ce type de politique, moi je suis pas vraiment pour. Donc c'est vrai qu'on peut considérer qu'en augmentant les prix, on peut dissuader les gens. Le problème c'est que l'augmentation se fait petit peu par petit peu. Donc si vous voulez, entre 6,80 € et 7 €, le mec qui a envie de fumer, il lâchera le paquet. Si par contre vous doublez le prix, peut-être que là les gens seront peut-être plus amenés à réfléchir vraiment sur le sujet. Là, j'ai l'impression que c'est un espèce de cercle vicieux où on taxe de plus en plus pour rembourser la sécurité sociale. Pourquoi ? Parce que les cancers sont en augmentation. Et donc c'est pour moi c'est de la politique de court terme. Et il serait peut-être temps qu'on ait quelque chose de plus, quoi. Qu'on passe. C'est en Australie, je crois, où c'est 20 $, je crois, le paquet de cigarettes, où il y a plus rien dessus. Et du coup, il y a quasiment plus personne qui fume, quoi. Et je sais que dans les pays, dans les îles britanniques, c'est le prix aussi très élevé. Donc là, ouais, je considère qu'on augmente petit à petit, pour faire passer la pilule discrètement et que les gens continuent, parce que vous voyez, à chaque fois que ça augmente et qu'ils interrogent des gens à la télé, les gens ils vous disent non, moi j'arrêterai pas de fumer. Et ne pas froisser en parallèle, évidemment, ceux qui vendent les paquets, et puis ne pas alimenter non plus davantage le marché au noir. Ouais, voilà, c'est en plus. Et je Marc, termine. Le mot de l'après-fin. Je termine. Non, là, ce qui est scandaleux, c'est que, en partant des chiffres, on voit très bien que la diminution, elle est très minime. Ils disent, ouais, 6% en un an, c'est génial, même sur 10 ans, bref, c'est génial, tout à fait. Sauf que, premièrement, la diminution, on sait qu'elle vient aussi des ventes de cigarettes électroniques. C'est-à-dire que d'un point de vue de consommation, la consommation ne baisse pas. Elle aura tendance même avec les cigarettes électroniques à augmenter. C'est-à-dire que c'est vraiment du tapage. C'est vraiment mettre l'argument de la santé. C'est vraiment mettre l'argument de la santé pour se récolter des fonds. Et comme dit Vincent, pour faire autre chose au final. C'est comme pour les radars, parce que si on voulait vraiment, condamner le chauffeur, on flasherait pas à l'arrière. Enfin, c'est toutes ces logiques là qu'il faut mettre en avant. Et pour la santé, je pense que c'est pareil. Et puis aussi je termine juste pour une petite phrase de Baptiste apparemment. Et aussi ce qui est très dérangeant, c'est que qu'est-ce qu'on va faire des buralistes aussi. Bien sûr. Et je parle de ça, mais vraiment en toute objectivité. Hein. C'est pas pour voilà. Et puis c'est vrai que, imaginons, on en revient à ce que disait Baptiste tout à l'heure avec l'exemple de Vincent. C'est voilà, si on augmente, on double le prix, il y aura plus de consommateurs, alors plus de buralistes, puis ça va faire une fronde énorme à mon avis. Je pense que là pour le coup, on y sera. Mais au fond, c'est vraiment faire du fric pour faire du fric. Voilà. Baptiste, pour le mot de la fin. Pour le dernier point de Marc, je suis tout à fait d'accord. Au niveau objectif, ça va. Voilà, les buralistes vont pas du tout être d'accord, et je pense que ça va faire énormément de grabuge. Mais par contre, sur le fait que voilà, ça finance la sécurité sociale. Moi personnellement, ça me dérange pas du tout, parce qu'à un moment donné où en France on a banalisé le tabac, c'est devenu quelque chose de normal, et les gens pensent que voilà, fumer c'est juste un plaisir et que ça devrait être comme manger. Mais moi non, je pense qu'on a banalisé ça, mais à un moment donné le tabac fait mourir des gens. Et je pense que sur quelque chose qui fait mourir des gens, augmenter les prix sur ces choses-là pour financer quelque chose qui est en rapport avec la santé, je vois pas vraiment non plus le problème. C'est pas forcément la sécurité sociale. Non, hein, je parle de... Si c'est la sécurité sociale, non, mais je parle pas de moi, je parle de quelque chose, même la sécurité sociale, ça doit être peut-être une petite part, mais même je pense peut-être pas forcément. Mais l'idée de financer la dette publique, les trucs comme ça, il faut faire rentrer de l'argent. Je suis sûr que ça doit leur apporter un bac. C'est comme pour tout ce qui est radar. Au final, en fait, on se sert d'un problème de société pour résoudre des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre d'un point de vue. Moi je trouve ça d'accord qu'on rembourse ce genre de choses qui fait mourir des gens, mais ça pas justement, tu parles du problème de la banalisation, et c'est vraiment là le problème, c'est que d'accord, il faut rembourser, il faut soigner les gens qui sont atteints de ça, mais le problème c'est que pour l'instant c'est un cercle vicieux, les gens n'arrêtent pas pour autant de fumer, quoi. Donc il y aura toujours autant de cancers, ça va toujours augmenter petit à petit. Oui, ça résoudra rien en fait. Si tu veux. Oui, je suis d'accord. Non, mais par contre, le fait d'augmenter les prix, voilà, je vois pas finalement là où est vraiment le problème, quoi. Après.
Voilà. Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout, les enfants. Allez, merci Dédicace d'avoir été à la sortie du film des avec Inconnus. nous. Ah oui? Ah bon? Ouais, c'était dedans? Nelson Onarium. Eh bien, merci beaucoup. Justement, tu parlais des Inconnus. Dans quelques instants, Cinebdo avec Robin. 2 places pour le cinéma Le Bijou à gagner avec tout le programme de la semaine. Il reviendra bien sûr sur toutes les infos ciné de la semaine. On a parlé ce soir de santé. C'était un véritable plaisir. Je vous rappelle quand même des grands enjeux malgré tout. Enfin, en plus de ceux qu'on a eu ce soir dans cette émission. Le financement de la sécurité sociale. Vous parliez, messieurs, de financement. Eh ben oui, c'est un grand enjeu au niveau santé. Et puis les sciences. On a parlé de progrès, du rôle des médecins. Effectivement, le cœur artificiel et les progrès de la médecine sont aussi des enjeux de notre sujet de ce soir. Merci d'avoir été avec nous pour Politiquement Incorrect. On se retrouve très vite sur Radio Rec et n'hésitez pas à visionner ou écouter nos podcasts sur le site de radiorec.fr. Vous pouvez également réagir sur le Facebook de l'émission Politiquement Incorrect et par mail politique@radiorec.fr. Voilà. Encore une fois, bonne Saint-Valentin à tous ceux qui rayonnent de bonheur. Bonne soirée et à bientôt. Merci.